beaucoup plus vite que prévu ? Non, mais en réalité, Raphaël Grossi, qui est donc le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, a déjà mis en garde sur le caractère problématique du stock disponible. Le 22 avril dernier, en 2025, il disait que déjà à l'époque que l'Iran était susceptible de fabriquer plusieurs bombes d'ici quelques mois. Alors, c'était une manière et il avait une formule exprès très angoissante en disant que c'était le moment of urge responsibility for everybody, c'est-à-dire un moment de responsabilité énorme pour tout le monde, parce que il voulait mettre la pression justement pour pouvoir accéder au site, puisque c'était plus le cas depuis justement un certain nombre d'années, il y avait des restrictions de mois, pardon, et donc déjà il avait évoqué ce problème sur le fait de disposer du matériau susceptible de servir à l'élaboration d'une bombe. Ce qui ne veut pas dire que les Iraniens étaient en mesure de le faire tout de suite. Parce que de toute façon, il y a 3 étapes pour faire une arme atomique. C'est de disposer de l'uranium enrichi, de la quantité suffisante. Il faut environ 25 kilos à 90%, un taux d'enrichissement à 90%. Il faut ensuite, deuxième étape, la weaponisation, c'est-à-dire la miniaturisation, justement. Et la troisième étape, c'est la vectorisation. Alors effectivement, les Iraniens maîtrisent le début et la fin, puisqu'on voit et on retrouve la question balistique, évidemment, avec la question de la vectorisation à longue portée. Mais de toute façon, c'était simplement, effectivement, les échéances sont à relativiser. C'est pas en 3 semaines que l'Iran était susceptible de faire une bombe. En revanche, l'Iran disposait de la maîtrise technique, du matériau, de la quantité disponible pour éventuellement prendre la décision d'élaborer effectivement, et il y a certains sites qui ont été suspectés justement d'essais à caractère militaire. Ça n'a pas été confirmé, mais effectivement il y a un certain nombre de sites sur lesquels on pourra revenir au nord, à Talégan, notamment par Chine, et donc la suspicion est là, et donc c'est justement pour lever ces doutes que les déclarations de Raphaël Grossi ont été répétées à plusieurs reprises. Mais vous dites, il maîtrise 2 phases, pas la 3e, mais est-ce que c'est possible que les Russes qui ont négocié un deal avec les Iraniens, tu m'envoies des drones Shahed et moi je t'aide sur le nucléaire, puissent les aider à accélérer et à combler leur manque? Il y a eu des demandes de la part des Iraniens, mais les Russes sont très prudents. Alors les Russes, ils sont partie prenante de la centrale de Bouchier, mais qui n'est pas du tout à caractère militaire. C'est une centrale civile. Ils fournissent le matériau, et donc elle est déclarée, elle est inspectée. Cette centrale ne pose aucun problème. Et quand il y a eu des sollicitations, effectivement, il y a eu des voyages, notamment de certains hauts représentants iraniens. Notamment, il y a eu des suspicions de demandes de technologie sur les lasers, qui serait une des modalités pour accélérer un programme à caractère militaire. C'est ce qu'on appelle le PDM, possible dimension militaire. Voilà, qui est évoqué par Raphaël Grossi. Mais les Russes sont très prudents, parce qu'en réalité, paradoxalement, ni les Russes ni les Chinois ne souhaitent que l'Iran dispose de la bombe. En réalité, parce qu'ils savent très bien aussi qu'il y a un risque de prolifération, et que le club des pays détenteurs est un club très fermé, qui demande effectivement des arbitrages, des discussions très étroites, et ces 2 pays n'ont pas, même s'ils sont officiellement alliés de l'Iran, n'ont pas forcément le souhait de voir l'Iran effectivement intégrer ce club nucléaire. Magali. Ce qui est intéressant aussi dans les déclarations de Raphaël Grossi, c'est qu'il semble laisser penser que l'AIEA croit que les 400 kilos d'uranium enrichi, que tout le monde cherche, sont toujours dans des infrastructures souterraines, donc dans les grands sites nucléaires iraniens. Parce que, vous savez, depuis la guerre donc des 12 jours, on se demande où sont ces 400 kilos d'uranium enrichi. C'est avec ces 400 kilos que, manifestement, Raphaël Grossi pense que l'Iran peut fabriquer ces 12 armes. Quelques jours avant les premières frappes au mois de juin dernier, vous savez, il y avait des camions qu'on avait vus quitter un site nucléaire, et on se demandait si justement ils n'avaient pas embarqué ces 400 kilos d'uranium hautement enrichi à plus de 60%. Donc cette question-là de où sont ces stocks, elle est absolument essentielle. Elle est centrale, parce que c'est avec cet uranium hautement enrichi que les Iraniens peuvent passer plus facilement au stade des 90%, au stade de la bombe. Donc tout le monde les cherche, mais ce qui est vraiment, à mon avis, plus nouveau en fait dans les déclarations de Grossi, c'est cette
impression, parce qu'il dit pas certitude, cette impression qu'il serait toujours stocké dans des installations souterraines iraniennes reste évidemment à savoir lesquelles. Oui. Or, il n'y a pas d'accès au site. Or, pas d'accès au site. Même si on sent que les Iraniens commencent à peut-être bouger un tout petit peu dans le cadre de ces négociations, mais ils n'ont aucun intérêt à révéler où sont ces 400 Je dirais d'ailleurs qu'ils ont même bougé à 2 niveaux parce qu'ils ont envisagé la possibilité de diluer le stock à 60%. Sans le transférer, ce qui était une demande express américaine et une proposition russe d'ailleurs qui se proposait de recevoir le stock en question. Et ils disent aujourd'hui envisager effectivement la dilution de cet uranium à enrichi à 60% comme gage de bonne volonté. Mais ça s'inscrirait évidemment dans une négociation beaucoup plus large. Sur la levée des sanctions américaines contre l'Iran. Bien sûr. Général Chevancy. On est dans le mystère. Je ne sais pas si le trésor de Rackham le Rouge. Il faut trouver le trésor iranien en termes d'uranium enrichi. C'est un problème qui est aujourd'hui majeur, puisque ça fait partie du deal. Le problème, c'est que d'un côté, on veut pas en parler, et de l'autre côté, on insiste pour en parler. Donc, je vois mal comment on va pouvoir s'en sortir aujourd'hui, puisqu'on a des positions très arrêtées. Moi, je prétends quand même que les discussions sur le nucléaire sont peut-être les discussions les plus vraisemblables, parce qu'elles sont acceptables, à condition que les Américains ne poussent pas trop loin non plus, parce que n'oublions pas qu'il y a aussi une revendication de pouvoir faire du nucléaire civil. On parlait effectivement de cette centrale de fabrication russe. Le nucléaire civil n'a pas de raison d'être sanctionné. Donc prendre tout l'uranium pose peut-être problème. Maintenant, l'uranium enrichi est une menace. Alors je fais peut-être plus pour répondre aux exigences israéliennes, puisqu'il y a toujours cette potentialité de créer à terme, de fabriquer à terme une bombe. Alors moi, les 12 bombes, ça me semble un peu beaucoup. Je dirais, bon, il y a 400 kilos, très bien, mais bon, on fait pas une bombe comme ça du jour au lendemain. Mais néanmoins, je crois que le deal sur le nucléaire est essentiel aujourd'hui. Alors maintenant, comment y arriver ? Et je continue de prétendre que dire que les missiles doivent rentrer dans la discussion ne semble pas très pertinent, même si je comprends parfaitement la position d'Israël en termes de protection, mais un pays a le droit de se défendre d'une certaine manière, parce que Israël quand même frappe quand même ceux qui sont contre ce pays. Donc à un moment donné, la notion de défense doit pas être effacée au profit justement de la protection d'un tiers. Donc aujourd'hui, le nucléaire pour moi est au cœur du sujet, mais j'ai quand même l'impression, parce qu'on en parle tous les jours, que ça n'avance pas. Ça n'avance pas, même s'il y a des petits signes. N'oublions pas, enfin dernier point quand même, que ça représente pour les Iraniens une sorte de fierté nationale d'avoir été capable justement d'en être arrivé là. D'avoir quand même une filière finalement de chercheurs, de scientifiques, d'ingénieurs. Voilà, tout à fait. Donc, sur la question. Et là, on peut même arriver par une action maladroite à je dirais, agréger l'ensemble des Iraniens, même autour des ayatollahs, sur cette question-là, parce que la notion de fierté nationale, elle existe chez tous les Iraniens, et pas uniquement sur ceux qui soutiennent Khomeini, Khamenei. Le guide suprême. Voilà, le guide suprême. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc, personnellement, je ne vois pas comment la crise va se dénouer à la date d'aujourd'hui. Vraiment. Magali, je voulais réagir. Oui, non, mais pour aller dans le sens du général, il y a une déclaration, je l'ai trouvée intéressante, du vice-président américain il y a quelques jours, qui a dit, en gros, le changement de régime, ça appartient aux Iraniens. C'est à eux de voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la question nucléaire. Et en effet, cette question, elle sera centrale. Sauf qu'on peut quand même s'interroger, parce que quand Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, premier mandat, c'est lui qui déchire le deal sur le nucléaire. Parce que justement, il estime qu'il n'est pas assez englobant, justement, on n'a pas pris en compte la dimension du balistique. Et donc aujourd'hui, on revient sur des négociations sur le nucléaire. S'il veut pouvoir justifier que c'était une bonne décision de déchirer l'accord de Vienne lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ça veut dire qu'il doit arriver à rentrer dans le prochain éventuel deal sur le nucléaire, pas seulement justement la question de la bombe, mais la question des missiles balistiques, la question des proxys, enfin exactement ce que réclame Netanyahou. C'est dans ce contexte que l'Iran renforce les complexes souterrains de plusieurs sites nucléaires. Mardi dernier, souvenez-vous, avec vous Magali, on vous parlait du site d'Ispahan, dont les 3 entrées ont été enfouies sous le sable. Cette fois, le régime iranien veut protéger le mont de la Pioche. C'est ce que nous apprennent de nouvelles images satellites que l'on va décrypter dans un instant avec vous, David Rigolet-Rose. Mais Magali Général, regardez, les photos analysées par l'Institut pour la science et la sécurité internationale, c'est un groupe de réflexion basé aux États-Unis, nous montrent ces entrées de tunnels. Vous voyez à gauche,
Le Mont de la Pioche, en septembre 2025. On voit très clairement à gauche voilà, les installations. Et le 10 février, c'est-à-dire il y a 3 jours, on voit qu'il y a une partie du site qui a été ensevelie. Magali, pourquoi Téhéran enfouit son arsenal? Est-ce que ça veut dire qu'elle se prépare à une intervention américaine? Ça donne l'impression qu'en effet, ils anticipent les frappes et donc ils protègent les entrées des tunnels pour qu'en cas justement d'éventuels bombardements, il y ait peut-être ça permet de protéger ce qui se trouve dans les galeries. Il y a une autre possibilité qui est évoquée notamment par cet organisme qui livre ces images satellites, c'est que en cas d'éventuelle opération, même au sol d'opération commando, là aussi, ça compliquerait la tâche d'éventuels commandos qui voudraient aller rentrer dans les tunnels pour aller y récupérer ou y détruire un certain nombre de matériel. Après, cette option au sol, on sait qu'elle a été proposée à Donald Trump, cette opération de force spéciale. Elle a été proposée, qu'elle soit retenue. Moi, ça me paraît quand même très très hypothétique. Donc, on est plus dans une optique de bombardement et de protéger les sites contre évidemment des déflagrations. Est-ce que c'est vraiment le calcul? C'est quand même probable. Ça montre quand